Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Philippe Boxot. Nous allons avoir un sujet fort formidable. Le docteur Boxot est un médecin légiste depuis 32 ans. Il a travaillé dans des affaires surprenantes et inattendues tout au long de sa carrière. Nous allons découvrir ensemble justement les affaires surprenantes. Et donc, dans un premier temps, docteur, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui vous a amené et orienté de devenir médecin légiste? Pourquoi Ah, ce métier-là? c'est le hasard, en fait. Euh, J'étais médecin et on m'a proposé de faire une formation en médecine légale en plus de celle de la médecine générale, ce que j'ai accepté. Et donc, à un moment donné, j'ai dû choisir entre les deux, la médecine légale et la médecine générale. Comme soigner les gens ne m'intéressait pas plus que ça, ben, je suis passé en médecine légale, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ok, et au moins, il n'y a personne qui vous embête. Ah ben non, enfin, quand ils nous ennuient, c'est à cause des odeurs principalement, hein. Parce que là, objectivement, ça sent pas toujours bon. Mais non, c'est pas la même chose que la médecine générale. Le contact n'est pas le même non plus. On peut pas dire qu'on Oui, puisse avoir une grande empathie ni une grande discussion avec un mort, hein. d'accord. Et justement, quel a été pour vous le souci de vous adapter au fil de votre carrière en tant que médecin légiste, à Ça part peut les être un odeurs? problème. Ça peut être un problème. C'était vraiment les odeurs, et c'est toujours aujourd'hui, hein, les odeurs de putréfaction sont juste insupportables. Ce qui fait que c'est ce genre de truc qu'on n'aime pas. Personne n'aime ça. Celui qui aime les odeurs de putréfaction a un sérieux problème, il doit se faire examiner. Donc voilà, ça c'est très difficile. Et objectivement, à chaque fois on va vers une scène, dans une scène de crime où on a un cadavre qui est en voie de putréfaction, à chaque fois, et je crois que tous les autres vous le diront aussi, à chaque fois, on doit se réhabituer à cette odeur qui est insupportable. D'accord. Mais est-ce que c'est un mythe ou une légende en disant que euh, cette odeur de putréfaction, est-ce que c'est quelque chose qui s'imprègne en nous? Est-ce que c'est vrai ou c'est juste un mythe? Ah non, c'est pas un mythe du tout, c'est bien vrai. Ça s'imprègne, hein. Ça s'imprègne dans les vêtements déjà. Bah, ça, il suffit de les laver, mais faut pas prendre n'importe quel vêtement non plus. Si vous prenez un pull en laine et que ça s'imprègne dans le pull en laine, votre pull, vous pourrez plus beaucoup le porter, ça c'est certain, hein. Et quand à laver un pull en laine à haute température, objectivement, vous allez faire d'un pull qui est comme ça, un pull qui dirait comme ça, il va rétrécir. Donc il va servir pour votre petit frère, quoi, si vous en avez un, et qu'il est franchement plus petit que vous. Voilà, c'est compliqué de s'habiller correctement dans ces situations-là. On a un équipement spécial pour ça, hein. Pour les scènes de crime odorantes, comme je dis toujours, on a exactement ce qu'il faut pour, voilà, pour ne pas perdre tous nos vêtements à chaque fois qu'on voit un cadavre. D'accord. Mais c'est vrai que moi, je vous ai découvert sur différentes missions et je sais que vous êtes quelqu'un de très demandé. Vous faites beaucoup d'émissions de télé et moi, ça me fait plaisir justement que vous ayez accepté. Je suis même un petit peu étonné que vous ayez accepté mon invitation. Vous n'avez même pas du tout cherché à comprendre, vous m'avez dit oui. Et ça, c'est vraiment la synchronicité. Mhm. Et c'est vrai que justement, de partager votre expérience et puis surtout peut-être avec des anecdotes des affaires, ça peut être intéressant aussi parce que c'est vrai que c'est un métier qu'on ne connaît pas. On le voit juste dans les fictions. Ouais, Et souvent, quand on regarde justement dans les fictions, on va faire aussi la part des choses de ce qui est la réalité et ce qui est de la fiction. Parce que c'est vrai, en général, on voit beaucoup dans les scènes de crime, surtout dans les films, hein, des choses qui ne sont pas cohérentes. Et justement, ça tombe bien d'avoir un spécialiste de pouvoir nous apporter et nous éclairer sur ce domaine-là. c'est vrai. En fait, les séries que vous regardez à la télévision, séries américaines pour la plupart, montrent des médecins légistes qui travaillent d'une manière qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas non plus celle des pays où ces films sont tournés. Quand vous regardez des films américains, n'allez surtout pas croire que les médecins légistes ou les experts judiciaires qui viennent sur le terrain travaillent de cette manière-là. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Nous sommes obligés, c'est une faute quand on ne le fait pas, de porter une combinaison ad hoc pour approcher d'un cadavre d'une personne qui a été tuée. C'est obligatoire. Et dans toutes les séries américaines, vous voyez jamais ça. Vous voyez la personne qui est habillée comme moi aujourd'hui, c'est-à-dire tout à fait normalement, et qui approche du corps, c'est-à-dire qui vient contaminer, comme on dit, polluer
la scène de crime. Et ça, c'est une faute professionnelle. Mais bon, pour la télévision, si on nous présente habillés comme nous le sommes sur une scène de crime, je m'entends vous dire que c'est pas télégénique du tout. Nous, entre nous, on se reconnaît essentiellement au regard, parce qu'il n'y a rien d'autre qui transparaît. On a nos bonnets, on a nos gants, on est complètement couvert de la tête aux pieds, même nos chaussures sont couvertes. On a un masque qui nous couvre encore un peu plus. Donc, il y a juste au regard qu'on se reconnaît mutuellement les uns les autres. C'est pas télégénique du tout. Résultat, bah, la télé ne le montre pas. Et il y a comme ça, mais des tas de fautes qui sont commises à la télévision. Regardez les médecins légistes qu'on vous présente dans les séries américaines ou dans les séries françaises, d'ailleurs, à part Balthazar, où vous avez Thomas Sisley qui est juste un beau mec, mais dans toutes les autres, le médecin légiste, s'il est masculin, il a un problème, il a un handicap, qu'il soit physique ou mental, hein, parce qu'on nous présente aussi dans une série, je sais plus laquelle maintenant, je crois que c'est Hawaii 5-0, on nous présente un gars qui est un franc autiste, hein. Il est autiste, le gars. Dans une autre série, c'est une série NCIS, mais je sais plus très bien laquelle, on vous présente un type qui ressemble à un gros débile, on dirait un grand enfant, quoi. Il est accompagné par un autre qui est très vieux juste à côté de lui et qui pourrait être son père ou son grand-père et qui le dirige exactement comme s'il était un gosse. La plupart du temps, on nous présente des débiles, on nous présente des gens qui ont des problèmes, on nous présente des gens qui ont aussi des problèmes de santé physique. Dans une série, je ne sais plus laquelle, il y a un type qui boite. Comme si on ne pouvait, en étant masculin, hein, donc être médecin légiste que si on était handicapé, ce qui justifie le fait qu'on s'intéresse au cadavre. Par contre, les femmes, c'est toujours des splendeurs, c'est toujours des Ouais, blondes. c'est Et ça. j'en ai, ouais, pour attirer le regard. Donc si on est un homme, il faut qu'on soit pardonné ou pardonnable parce qu'on a un problème, et si on est une femme, il faut qu'elle soit belle. C'est un cliché, mais qui est monstrueusement débile et qui est véhiculé par les séries en question. De même que sont véhiculées des fausses informations. Quand on constate un décès, quand on va voir un corps et qu'on tente d'évaluer le moment du décès, on n'est jamais à la précision que les séries américaines vous montrent. C'est pas possible, hein. On peut pas dire que le type est mort 23h52 minutes et 30 secondes. Ça n'existe pas. On va vous dire qu'il est mort vers 23h30 avec plus ou moins 3 heures de décalage, donc plus ou moins 3 heures autour de 23h30. Donc ça pourrait très bien être 3 heures avant comme 3 heures après. C'est la précision et tout ce qu'ils inventent dans les séries, mais c'est juste fou, quoi, et faux. Ça donne de très mauvaises idées aux gens. Je regardais une série, c'était Les Experts à Miami. Vous avez un gars qui regarde une plante et il parle face à la plante. En même temps, il y a une caméra de surveillance qui le filme, mais qui n'enregistre pas le son, il enregistre que l'image. Et en fonction des vibrations de la plante, ils ont réussi à produire non seulement ce que le gars disait, mais aussi la tonalité de sa voix. Et ça, c'est totalement impossible, ça n'existe pas. Et les séries en sont truffées. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui regarde les séries avec moi, que ce soit ma femme ou quelqu'un d'autre, ils n'y arrivent pas, hein, parce que je me marre à toutes les secondes. Et j'explique en plus pourquoi ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Voilà, c'est Ouais, bah, comédie. oui, c'est marrant. Mais justement, comment vous faites pour calculer une heure approximative? Comment ça se passe? Il faut que le corps soit décédé depuis moins de 24 heures. Et alors on prend la température rectale, donc température du corps, quoi. Et on a des tables qui nous permettent de savoir si le type est dans une ambiance sèche ou humide, si il est dans une ambiance qui est à telle température, si il est vêtu de telle manière ou couvert de telle manière ou sur un sol de tel type, etc. Et en fonction également de son poids, ça fait énormément de paramètres, hein, qu'on rentre dans notre grille et qui nous permettent de savoir depuis plus ou moins combien de temps il est mort. Mais on n'a jamais qu'une gamme de 6 heures en fait, hein. On a une heure médiane qui nous est donnée par l'interprétation de toutes ces données, l'intégration de toutes ces données, et puis on a une diffusion de plus ou moins 3 autour de cette valeur médiane. Et D'accord, ça, ce n'est que dans les 24 premières heures. Quand c'est après, la seule technique qui soit vraiment valable, c'est la technique de l'entomologie, c'est-à-dire l'étude des mouches qui se trouvent sur le cadavre. C'est la seule technique qui soit valable quand on dépasse les 24 heures après le décès. d'accord. Et donc, ce type de contrôle, ça va aussi bien, donc, je suppose, pour l'homme, la femme et l'enfant? C'est la Ah même oui, c'est technique? pareil. C'est pareil, D'accord, puisqu'on intègre le poids. Donc, ce qui compte, c'est le poids, c'est la masse corporelle, c'est pas le fait qu'on soit homme, femme, enfant, non, rien d'autre. Ce n'est que ça. L'ethnie n'intervient pas non plus. Rien n'intervient, que le poids. d'accord. Et justement, on va aborder le sujet. Vous avez écrit un livre
entretien avec un Cadavre. cadavre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre, justement? Ce qui m'a motivé, c'est que le premier avait bien marché et que, bah oui, et que le public avait été intéressé, mais vraiment intéressé par la matière et a découvert ce qu'était vraiment la médecine légale. Alors, c'est un métier qui souffre, d'abord d'une certaine pénurie de médecins, ça c'est évident. Mais c'est un métier qui souffre aussi d'une très grande méconnaissance de la part du public. Si tout le monde sait à quoi sert un endocrinologue, un cardiologue, un pneumologue, à quoi sert un médecin légiste, les gens ne savent pas très bien. Et puis, on souffre aussi d'une non-reconnaissance par le gouvernement belge qui nous néglige de façon, formidable, à tel point qu'on est tous en train de crever et que, objectivement, il y a quelque chose à faire. Donc l'idée par rapport à ce qu'on a déjà tenté, on a déjà tenté tellement de choses pour être connu, pour qu'on nous reconnaisse, je m'étais dit: «Écrire un bouquin, peut-être que ça pourrait marcher». C'est une bouteille à la mer et c'est une bouteille à la mer qui marche très, très bien, en tout cas auprès du public. Auprès du gouvernement, c'est une autre histoire, mais auprès du public, ça marche très, très bien et ça fait connaître un peu notre profession. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que moi, j'ai regardé sur Amazon. Donc, les deux, ils sont numéro un, c'est des best-sellers pour Ouais, l'instant. avec un autre, c'est Michel Sapanet, qui a lui aussi, c'est un Français, qui a lui aussi écrit des livres qui parlent de son expérience de terrain, son expérience médico-légale. Tout à fait. Et justement, vous disiez que l'État belge, quelle est la situation entre vous, les médecins légistes, et l'État belge? Est-ce qu'ils vous considèrent, comment elle est cette situation? Est-ce que c'est la même chose qu'en France? Je ne sais pas comment c'est en France. En France, j'ai vu que la plupart des médecins légistes étaient attachés à des universités, ce qui est le cas en Belgique aussi pour la plupart. D'autres sont indépendants, c'est très rare, mais ça existe. On est tous requis par un procureur en France de la République, en Belgique du roi, mais c'est la même chose, c'est le même concept, ou par un magistrat instructeur, juge d'instruction, c'est le même concept de part et d'autre de la frontière de nos deux pays. Quant au reste, la pratique est exactement la même, on travaille de la même manière, et d'ailleurs la technique dite française d'autopsie est celle que nous utilisons en Belgique, et même dans tout le bassin méditerranéen, je pense. Donc, on a de grandes, grandes similitudes. Mais quant à la façon dont le gouvernement nous considère, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si en France, il y a des aides gouvernementales. Nous, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande depuis des années. Il y a facilement 10 ans, on avait été trouver le ministre de la Justice de l'époque en lui disant qu'on a besoin d'aide, sinon on allait purement simplement mettre la clé sous le paillasson. C'est ce qui s'est passé pour certains. Il y a carrément une université qui n'a plus de service de médecine légale parce que c'est pas financé. Donc c'est une perte de connaissances, c'est une perte à tout point de vue, c'est aussi une perte pour l'État. Comment voulez-vous que fonctionne un État de droit si on n'a pas les moyens, à travers la médecine légale, de découvrir un meurtre, de mettre au point de façon certaine qu'une personne a été tuée? C'est la porte ouverte à des meurtres qui ne seront jamais élucidés et qui seront même, pire, jamais découverts. Alors, moi, je veux bien qu'on ait l'État qu'on veut, mais un État de droit ne fonctionne que si la personne qui commet un acte répressif a une certaine certitude qu'elle sera sanctionnée ou découverte. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Il y a 10 ans, le ministre de la Justice nous a purement et simplement envoyé promener, hein, pour être poli. Et puis, quelques années plus tard, un autre ministre de la Justice en Belgique est arrivé, qui a, lui, envisagé, c'est pas mal, un système qui permet un certain financement des instituts de médecine légale. Deux au nord du pays, en Flandre, deux au sud du pays, en Wallonie, et un à Bruxelles. C'est un projet qui prend tout doucement maintenant son envol, mais qui n'est pas encore arrivé à son achèvement. D'accord. Et justement, ça tombe bien parce que moi, j'avais une question en rapport avec la crise qu'on a subie il y a de ça 3 ans. Mhm. Et avec tout ce qu'on entend autour, est-ce que vous estimez ou vous avez vu ou constaté qu'il y avait plus de décès par rapport à il y a 3 ans? Et maintenant, quel est le constat justement en Belgique? Plus de décès de mort naturelle, je n'en sais rien. C'est faudrait que j'aille voir, parce que la mort naturelle, c'est pas mon truc, moi, c'est les morts violentes. Mais on a observé pendant le Covid une réduction des morts violentes. Donc, les morts violentes, c'est les morts qui sont dues à un agent extérieur. C'est aussi bien un suicide, un accident ou un meurtre. C'est ces trois choses-là. Et il y en a eu moins pendant le Covid, objectivement. Et puis aujourd'hui, on est revenu, enfin même un an et demi après, on était revenu au niveau antérieur, au niveau de 2019. Donc voilà, le Covid a été un moment où sur le plan des morts violentes, il y en a eu moins. Bah, on pouvait pas sortir de chez nous, il y avait moins d'accidents de Oui, on roulage, était hein, confinés. voilà, on était confinés.
Et c'est drôle, le confinement a eu, en tout cas d'après ce que nous avons vu, un effet protecteur, dirait-on, par rapport aux gens. Et c'est logique, hein, il ne sortait pas. D'accord. OK. Et justement, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que vous avez été euh, faire des analyses sur le linceul de Turin. Ah oui, c'est pas moi qui les ai faites. Ce sont des scientifiques à différentes époques qui ont réalisé ces études. Moi, je me suis contenté de lire les travaux qu'ils avaient faits parce que j'ai pas accès au linceul, il faut pas rigoler. C'est une pièce qui est très, très difficile d'approcher. Je l'ai approché une fois lors d'une ostension qui se déroulait à Turin. Une ostension, c'est un moment où on montre le suaire au public, quoi, qui se déroulait à Turin. Je l'ai vu, j'en ai beaucoup parlé avec Pierluigi Baima Bologna, qui est un médecin légiste de Turin, qui était je dis était parce que malheureusement il est décédé, qui était un spécialiste mondialement connu du suaire. Il parlait très très bien le français. Je parle un peu l'italien, mais lui il parlait super bien le français, donc c'était pas mal. Et j'ai appris énormément de choses aussi à son contact. Et c'est une pièce qui m'intéresse parce que à il y a un homme qui a été couché dedans, hein. À mon sens, en tout cas, et au sens de beaucoup, c'est indéniable. Quelqu'un de mort, mort de la même manière que le Christ, si ce n'est pas le Christ lui-même, a été couché dedans. On est sûr qu'il est mort parce que les lésions qu'il présente sont des lésions. Il y en a notamment une qui est franchement contemporaine avec un décès et il n'est pas possible qu'il y ait une survivance après cette lésion. C'est la lésion au côté droit. Il y a des flexions de membres qui correspondent à la façon dont on meurt par crucifixion, l'acidose respiratoire qui est engendrée par la crucifixion et aux crampes que cette pathologie amène, crampes corporelles. Il y a énormément de choses qui correspondent et qui sont top, donc qui nous font penser que c'est pas un faux, quoi. J'imagine mal que ce soit un faux. D'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé comment on aurait pu faire un faux. Il n'y a aucun produit qui a été ajouté, il n'y a rien. La seule chose que l'on a démontré, c'est que au niveau de l'image, hein, donc de ce qu'on voit, c'est qu'il y a une altération des fibres de lin telle qu'une oxydation acide a pu la produire. Et cette oxydation acide a pu être produite par la sueur acide de celui qui a été couché dedans. Et la personne qui meurt en asphyxie posturale, pour nous, le médecin légiste, c'est une asphyxie posturale. Cette asphyxie posturale qui engendre une acidose respiratoire, a un sang qui devient acide et une sueur qui, par conséquent, devient acide elle aussi. Et donc, on peut expliquer que l'altération des fibres de lin est d'ailleurs reproduite en laboratoire de cette manière-là. La seule chose qu'on n'arrive pas à faire, c'est avoir une image aussi nette que celle qui apparaît là. Alors, il y a d'autres détails qui sont un peu perturbants, mais ça, déjà, c'est pas mal. Pourquoi cette image est-elle aussi nette alors que nous, avec nos techniques modernes qui amènent au même type d'altération de la fibre, on n'y arrive pas? Ouais, c'est vrai que c'est intriguant, mais justement, est-ce que le linceul, il a été analysé pour savoir au niveau de sa datation? À quel Oui, moment de période on peut le dater? il a été analysé par une technique et la méthode du carbone 14, dont aujourd'hui une partie du monde scientifique estime qu'elle est peut-être pas la meilleure technique pour faire l'analyse d'un tissu comme du lin, qui est un tissu entre guillemets vivant, un tissu spécial. D'une part, d'autre part, ce tissu a été soumis au moins en 1532 et on a des traces même d'avant 1532, une époque qu'on ne connaît pas, des traces de brûlure. Il a été soumis au feu. Il a failli disparaître dans l'incendie en 1532 de la chapelle où il était conservé à Chambéry en Savoie. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est difficile parce que le carbone 14 a pu être aussi apporté par cet incendie et on ne connaît pas quelle est la valeur ajoutée, entre guillemets, en taux de carbone 14 de cet incendie par rapport au linceul. D'autre part, des voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que, notamment Jean-Christian Petit-Fils, que le prélèvement a été fait dans une zone très proche des coutures et qu'aujourd'hui, on s'accorderait, je dis, mettez tout ça au conditionnel, parce que j'en suis pas plus sûr que ça, à dire que d'autres fibres nouvelles se trouvaient à l'intérieur de celles qui ont été prélevées, et notamment par le fait qu'on a assez tardivement renforcé le linceul cédulin, c'est très fin, c'est très fragile, hein. On l'a renforcé par une toile qui se trouve derrière, une toile de Hollande, qui a été ajoutée notamment après l'incendie de 1532. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont des inconnues par rapport au carbone 14 et qui font qu'aujourd'hui il est décrié. Et ce, d'autant plus que toutes les analyses qui avaient été faites jusque-là allaient dans le sens d'une reconnaissance du linceul comme étant quelque chose d'authentique. Pas nécessairement le Christ, ça on n'arrivera jamais à le démontrer, je pense, mais quelque chose d'authentique.
Le carbone 14 a été, pour ceux qui étaient présents en 88 quand ça a été réalisé, un coup de tonnerre dans un ciel bleu, quand même, clairement. Ils s'attendaient à ce que le carbone 14 donne une précision qui leur corresponde, qui corresponde au premier siècle. Et puis en 2022, un institut de cristallographie qui se situe à l'université de Bari, en Italie, Bari, pas Paris, mais Bari, a réalisé une étude sur base de rayons X. Et cette étude sur base de rayons X a démontré que, et ça on le sait, hein, que les tissus au fur et à mesure du temps s'appauvrissent. Et leur idée, c'était que le taux de cellulose présent dans le tissu devait réduire avec le temps. Ils ont fait cette étude en cristallographie et ils ont démontré, tout en insistant sur le fait, c'est important, que c'est une méthode qui est encore une méthode à l'essai, que on ne peut pas en tirer des conséquences qui sont définitives. Voilà, il faut le prendre donc avec des pincettes. Ils ont été très clairs là-dessus, donc très scientifiques. Et ils ont clairement démontré que selon leur méthode, si toutefois scientifiquement elle est valable, il daterait du 1er siècle après le Christ. On en est là au niveau de la datation et on n'a aucun moyen de, d'avoir une datation plus précise parce qu'on n'a aucune technique qui permettrait de le faire. Le carbone 14 a révolutionné la datation, a révolutionné vraiment l'approche que l'on a de certains objets en matière de date, mais a montré aussi des défaillances. On a justement une momie à Manchester qui a été enroulée dans du lin, comme toujours, hein, les bandettes, c'est du lin. Euh, la momie est datée 1000 ans plus vieille que les bandettes de lin qui la recouvrent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'avec le lin, ça marche pas bien? En tout cas, dans ce cas-ci, ça n'a pas marché. Allez savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un Gus qui s'est pointé 1000 ans plus tard pour retirer les bandelettes de la momie et lui mettre de nouvelles, question qu'elle se sente plus à l'aise, hein. Donc, il y a un problème avec cette technique du carbone 14, mais je ne suis pas carboniste et je ne suis pas franchement compétent pour en discuter de façon très valable. Moi, j'observe qu'il y a un souci. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant la vidéo, justement, quand vous avez abordé le sujet, vous avez abordé aussi le sujet de la façon dont les bourreaux l'ont flagellé. Oui. C'est très intéressant. Ah oui, je suis pas le seul à l'avoir vu, hein. Je suis pas le seul à l'avoir vu. D'autres l'ont répertorié. Moi, je suis habitué, c'est mon métier, à regarder des lésions et à les interpréter et tenter d'en déduire un maximum d'éléments. Et ici, clairement, quand vous prenez le dos, vous regardez à sa gauche, vous regardez à sa droite. À gauche, vous avez des lésions qui sont données avec une obliquité, hein, donc, qui est plus importante qu'à droite où c'est plus horizontal. Ça veut dire que celui qui frappait était plus grand à gauche que celui qui frappait à droite. C'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, celui qui frappait à droite du corps, c'est pas tellement acharné sur le dos, il a plutôt envisagé les jambes, plus accessibles pour lui que le dos. Ça lui demande moins d'effort de baisser le bras que de le monter. Et donc, c'est en toute logique, mais vraiment en toute logique, je suis pas le seul à le dire, hein, que celui de gauche devait forcément être plus grand que celui de droite. D'accord. OK. Et justement, il y a un autre sujet qui est fort intéressant. C'est au niveau des clous sur la paume. Parce que apparemment, il y aurait un livre qui se trouve, je crois que c'est le plus ancien, qui se trouve en Hongrie, à Bucarest, où c'est le seul où qu'on voit justement quand le clou a perforé sa paume, il y a son pouce qui s'est rétracté à l'intérieur, et bah, justement, on le voit dans le linceul. En fin de compte, on voit que ces quatre doigts, le pouce, on ne le voit pas. Et ça, c'est Ça, c'est quelque logique. chose d'étrange. Et ça ne vient pas du clou. Donc, c'est deux choses différentes, en fait. Contrairement à ce qu'on a pensé longtemps et ce qui a été émis par un chirurgien qui s'appelle Pierre Barbet, c'est un chirurgien français de Paris, des hôpitaux de Paris, un type exceptionnel, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La mort de notre Seigneur Jésus-Christ selon le chirurgien. C'est un bouquin de 1851, non, pardon, 1950, je dis des bêtises parce qu'il y a des photos, 1951. Et il a fait quelque chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Il a pris des cadavres de son hôpital et les a suspendus en plaçant les clous dans les paumes de main. Et au bout d'un temps, il a observé que tous les cadavres s'étaient décrochés. Et avec justesse, parce que dans la main, il n'y a rien qui permet de retenir un clou. Donc le clou va nécessairement sortir. Et la personne qui est clouée va nécessairement tomber, qu'elle soit morte ou vivante, ça ne change rien. Ça va aller plus vite chez le vivant que chez le mort, parce que le vivant, il va faire des tractions, lui, pour tenter de respirer, alors que le mort, il bouge plus. Donc, si ça arrive avec un mort, ça arrive nécessairement avec un vivant et ça arrive nécessairement plus vite.
Les Romains sont des gens très pratiques. Toute l'histoire l'a démontré, notamment en termes de stratégie, etc. Ils ont été prendre ce supplice qu'ils n'ont pas inventé. Ils ont été le prendre chez les Parthes. Donc, ils ont été le prendre pardon, au Moyen-Orient, Proche-Orient. C'est de là qu'il vient, Mésopotamie, etc. Ils l'ont intégré à leur manière et surtout, en tant que gens pratiques, ils n'ont pas envie qu'un cadavre se décroche ou qu'un vivant se décroche. Donc les clous, on les plante dans les poignets, ici. À un endroit dans le poignet, le clou rentre, pénètre et franchit un espace qu'on appelle l'espace de Desto. C'est un anatomiste qui l'a décrit. Le clou va toujours dans cet espace. Que vous le plantiez à n'importe quel endroit du poignet, il glisse et va se mettre là, parce que c'est l'endroit où ça passe le mieux. Une fois que le clou est dans le poignet, plus besoin de quelque soutien que ce soit, il tient. Il n'y a pas de problème, il ne va pas se décrocher, quoi. Première chose. Deuxième chose, oui, et je devrais dire, le linceul de Turin montre que les clous sont plantés dans les poignets. Et le linceul de Turin est réalisé, si c'est un faux, hein, imaginons que ce soit un faux, ce que je ne crois pas, mais imaginons que ce soit un faux et qu'il ait été créé en plein Moyen-Âge, 1350, dans ces eaux-là. Au Moyen-Âge, on mettait tous les clous dans les paumes de main, hein. Quand vous voyez les crucifix du Moyen-Âge, tous les clous sont dans les paumes. Il n'y a personne qui pense à la mettre dans les poignets. Première chose. Deuxième chose, quant à la rétraction du pouce, il n'en avait pas besoin. Et d'ailleurs, il n'y a pas de rétraction du pouce. Si vous voulez observer une atteinte neurologique, il faut que la personne soit vivante. Et lorsque vous créez une atteinte neurologique, vous empêchez la fonction que le nerf engendre. Le nerf que l'on envisage engendre la flexion, l'opposition du pouce, c'est-à-dire le fait qu'il revienne à l'intérieur. Mettez votre main pendante et vous verrez que le pouce se trouve derrière. Le pouce est toujours en opposition par rapport aux autres doigts. Donc il n'y a pas besoin d'imaginer une section nerveuse, ni quelques sections que ce soit d'ailleurs, pour expliquer qu'on ne voit pas le pouce. Le pouce se trouve derrière. Si vous croisez les mains, les pouces sont derrière. Si vous voulez mettre devant, vous devez faire une action qui permet de les relever. Donc il n'y a pas D'accord. besoin de section nerveuse pour expliquer que le pouce ne soit pas visible sur le linceul. C'est même normal qu'il ne soit pas visible sur le linceul. Par contre, puisqu'on parle de la position des mains, ce qui est plus étonnant, c'est que les mains couvrent le sexe. On ne le voit pas. Je dis toujours quand je fais la conférence aux gens, pensez à moi quand vous mettez au lit le soir et essayez d'amener vos mains, en gardant les coudes sur le plan du lit, hein, essayez de les amener à hauteur de votre sexe, vous n'y arriverez pas. Ou alors vous avez des bras plus longs que la moyenne. Oui, Or, le personnage sur le linceul n'a pas les bras plus longs que la moyenne, il a les bras normaux. Et la seule manière de l'expliquer, outre le fait qu'il m'a déjà été suggéré de mettre une petite cale en bois en dessous du coude pour le relever. Pourquoi faire? Personne ne sait que l'image allait apparaître. C'est, c'est débile. On va pas mettre un petit morceau de bois pour ne pas voir des organes génitaux chez quelqu'un que de toute façon personne ne verra, puisque personne ne pouvait prévoir que l'image allait apparaître. Donc, l'idée, elle est toute différente. Quand vous êtes cloué sur la croix, vous exercez une traction sur les membres supérieurs, donc forcément sur les épaules aussi, pour vous relever. Le corps est incliné vers l'avant et tout l'axe de traction est vers l'arrière. Donc il y a des forces opposées qui s'exercent et ces forces opposées sont de nature, et tous ceux qui jouent au volley le savent bien, quand on serre au volley, on serre avec le bras en arrière, hein, pour ensuite le taper vers l'avant. C'est une lésion que l'on a régulièrement au volley, c'est la projection de la tête humérale en dehors de sa capsule articulaire. C'est ce qu'on appelle une luxation. Et les luxations de l'épaule sont toujours antérieures. Et chez ces gens qui ont de luxations récidivantes, on va d'ailleurs leur rajouter un petit morceau de cartilage ou autre en antérieur pour caler leur épaule qu'elle ne se déboîte plus. C'est très embêtant, ça fait très très mal. Mais le gars qui est en croix a ce risque-là, comme le joueur de volley, comme aussi certains joueurs de tennis. C'est de voir son épaule se projeter vers l'avant, de faire en fait une véritable luxation. C'est ce qui s'est passé, en tout cas on peut présumer que c'est ce qui s'est passé dans le cas du Christ, c'est une luxation des deux épaules. Et à ce moment-là, eh ben, vos mains arrivent effectivement sur les organes génitaux externes. d'accord. On Mais cache le sexe, quoi. d'accord. Et justement, il y a encore une autre, pour en terminer sur ce sujet, il y a aussi encore une autre théorie qui dit que les Romains, justement, quand ils mettaient les personnes donc, en crucifixion, pour les détacher, ils les sectionnaient au niveau des poignets et des pieds aussi. Parce qu'ils n'enlevaient pas les clous, mais ils les sectionnaient. Ça, j'ai jamais vu. Je sais pas d'où vient cette idée. J'ai jamais vu ça. Et de toute façon, les mains que l'on voit dans le suaire de Turin n'ont pas été sectionnées du tout. Oui, Les clous ont bien été enlevés puisqu'on ne les voit plus. Ils sont plus là. On a une plaie béante et saignante à la place. Donc, il n'y a pas eu de section.
il n'y avait pas eu non plus de fracture des membres inférieurs. Parce qu'en fait, quand on fracture les membres inférieurs, on veut que quelqu'un meure plus vite. Oui, Quand on plante sa lance dans le côté, on vérifie s'il n'est pas déjà mort, ce qui est très différent. La démarche intellectuelle n'est pas la même. Et en fait, quand vous lisez l'Évangile, je vous dis tout de suite que moi, je suis pas croyant, je suis athée, hein. C'est intéressant à savoir. Quand vous lisez l'Évangile, vous voyez que je ne sais plus qui se présente auprès de Pilate pour dire que qu'il est mort et qu'on voudrait le dépendre. Et Pilate est surpris. Surpris qu'il soit déjà mort parce que d'habitude, c'est un supplice qui dure plusieurs heures. Et là, il n'a pas. Alors pourquoi? Bah, essentiellement parce que il avait déjà été flagellé avant, qu'il était déjà fortement amoindri par la flagellation qu'il a subie. Donc ça, c'est plutôt bien dans la mesure où ça lui a permis de mourir plus vite. Donc Pilate est étonné qu'il soit déjà mort et il envoie quelqu'un vérifier, non pas pour le tuer, mais pour vérifier qu'il est mort. La démarche n'est pas la même. Du coup, on ne lui fracture pas les jambes, ça c'est pour mourir, quand la personne est encore vivante. Ça accélère le décès puisque ça accélère l'asphyxie. Là, on plante la lance dans le côté. Et là aussi, il y a une connerie qui est racontée. On va pas dire une connerie, on va dire une bêtise, parce que une connerie, ça nécessite presque une intention volontaire. Une bêtise, c'est quelqu'un qui se trompe. Et quelqu'un qui se trompe parce que, objectivement, on ne le savait pas. Quand on plante la lance dans le côté, il n'y a que Saint Jean qui décrit ça dans l'Évangile, hein. Il dit qu'il en est sorti du sang et de l'eau. Et c'est juste. Il en est sorti du sang et de l'eau. Et sur le sueur du terrain, on peut le vérifier. C'est pas de l'eau, évidemment, hein, c'est du plasma. Le plasma d'un supplicié contient énormément de bilirubine par altération hépatique. Et ici, on a effectivement à l'analyse, qui a été fait par Baima Bologna, dont on parlait tout à l'heure, on a à l'analyse énormément de sérum, qui contient beaucoup de bilirubine et finalement très peu de sang. Donc ça correspond à ce que l'évangéliste dit. Maintenant, il faut pouvoir l'expliquer sur le plan physiopathologique, c'est-à-dire expliquer comment ça a pu apparaître dans un organisme qui est en d'eau et de sang, séparés. Eh bien, la première hypothèse, et je n'en veux à personne d'avoir dit cette bêtise, mais voilà, on ne savait pas. La première hypothèse, c'est de dire que le sang sédimente dans le corps en post-mortem. Et ça, c'est faux. C'est totalement faux. J'ai autopsié à peu près 4000 personnes, je n'ai jamais constaté que le sang sédimentait. Ça n'existe pas. Dans le corps, c'est pas possible. En dehors du corps, oui. C'est quoi sédimenter? C'est le fait que les parties les plus lourdes du sang vont se trouver au fond, en bas, quoi, selon la gravité, et le plasma, c'est-à-dire le sérum, hein, l'eau dans laquelle circulent les éléments figurés, donc les cellules qui constituent le sang, eh bien, c'est un surnageant, il se trouve au-dessus. Et ça, vous pouvez l'essayer avec du sang, même du sang animal, vous pouvez faire le test, vous allez voir. Vous allez avoir les globules rouges qui sont en bas, vous ne verrez pas, mais les globules blancs sont avec. Et puis au-dessus, vous allez voir un surnageant, c'est le plasma. Il se sépare en deux phases. Et on croyait que ça arrivait chez les morts. C'est faux, ça n'arrive pas chez les morts. Donc l'idée sur laquelle la lance, quand elle pénètre à travers le corps et qu'elle touche le ventricule droit, parce qu'il y a que là qu'il y a encore du sang en post-mortem, c'est la partie droite du cœur, c'est pas dans la partie gauche, l'idée sur laquelle le cœur s'est vidé selon ses phases, d'abord le sang et puis l'eau, est totalement fausse. Totalement fausse. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. C'est qu'il avait, et j'en trouve souvent chez mes cadavres, comme je dis toujours mes cadavres, chez les gens que j'autopsie, c'est qu'il y a présence de sérum dans la cavité pleurale. Et la lance, quand elle traverse pour aller jusqu'au cœur, elle va effectivement toucher le cœur, mais elle traverse aussi la cavité pleurale. Et donc, on va ressortir de l'eau, du plasma qui se trouve dans la cavité pleurale, et puis du sang qui se trouve dans le cœur. C'est une observation scientifique qui se trouve dans l'Évangile. C'est peut-être la seule, mais celle-là, d'accord. elle est belle, elle est bien faite, et elle témoigne que quelqu'un était là pour le voir. Si c'est pas Jean, c'est quelqu'un qui lui a rapporté, ça je sais pas, je suis pas compétent pour ça, je suis pas exégète, mais objectivement, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord, ok. Donc, bah, justement, on va clore cette partie donc sur le linceul. Et justement, je voulais savoir pour vous, quel est le crime parfait? Celui qu'on ne découvre pas. Alors c'est peut-être un crime qui a des traces. Moi j'ai une dame qui tue son mari et personne ne l'a vu. Donc elle le flingue avec un 7,65, donc avec une arme de poing, hein, un pistolet. Elle le flingue avec un pistolet. Elle a 70 ans, 70 ans la dame, hein, en français-belge, parfois on ne parle pas exactement la même langue. Elle lui met Elle lui tire en plein cœur, et puis une fois qu'il est mort, elle lui bourre l'orifice de passage du projectile, tant devant que derrière, avec de l'ouate. Elle l'habille, et elle dit au pont funèbre, surtout ne le touchez pas, je l'ai habillé,
C'est la dernière chose que je voulais faire pour lui. Le médecin qui est appelé pour constater le décès ne le déshabille pas parce qu'il voit que ce 2 petits vieux, il est touché, il est attendri, il déshabille pas, il vérifie pas. Ça passe complètement au bleu. Et puis c'est au moment où les pompes funèbres saisissent le corps quand même pour le mettre dans le cercueil qu'une grosse tache rouge apparaît sur la chemise du Maccabée. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que le type a ramassé un coup de feu en plein cœur. Ça allait passer complètement au bleu si on n'avait pas manipulé. Ça aurait été un crime parfait. C'est fallu de peu de choses pour que ce soit un crime parfait. Donc le crime parfait, il n'y a pas vraiment de recette. Il y a surtout des défaillances à certains systèmes, à certains niveaux du constat de décès. C'est là que ça se joue, plus qu'ailleurs. Ouais. Alors, soit parce qu'on n'a pas le corps, ça, effectivement, soit parce que c'est bien maquillé et que personne ne va aller vérifier s'il y a maquillage ou pas. Mais justement, par rapport à ça, quel a été, au cours de votre carrière, les choses qui vous ont dépassé au niveau de l'imagination, justement les plus rocambolesques des personnes pour masquer un crime en une sorte de suicide ou La plus spéciale, c'est un monsieur qui essaie de me faire croire que sa femme était morte de mort naturelle, alors que elle avait uriné dans son lit et qu'elle présentait une petite lésion ici, face interne de la lèvre inférieure. En fait, il l'avait étouffée avec un coussin. C'est une trace de suffocation. C'est un coussin qu'on met sur la tête. Et l'asphyxie fait effectivement, engendre un relâchement des sphincters. Et donc, elle urinait suite au processus asphyxique. Et quand j'ai vu l'urine, je me suis dit qu'il devait y avoir autre chose. Et mon attention a été attirée alors par la lésion de la face interne de la lèvre inférieure. C'est comme ça qu'on a coincé. J'ai un monsieur qui tente, non, il tente pas, il tue sa femme, il la met dans. En fait, on va commencer par le début. Les pompes funèbres téléphonent à la police en disant on a un cas qui nous ennuie, est-ce que vous pourriez venir? La police arrive, la police constate qu'effectivement la dame est morte, elle est dans le divan du living, elle est toute nue et elle est trempée, surtout les cheveux. Les cheveux à faire sécher, elle a des longs cheveux, c'est un peu compliqué. Donc, il constate ça, il se dit c'est pas normal. La police prévient le procureur du roi, et le procureur du roi, intelligemment, se dit oui, si des pompes funèbres sont intrigués, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, on va envoyer le légiste. Et on m'envoie. Et quand j'arrive sur place, je vois que la dame, effectivement, les cheveux encore, on était quand même une bonne heure et demie, les cheveux encore un peu humides. Il faut dire qu'elle était sur un divan en sky qui ne permet pas facilement d'éliminer l'humidité, donc il y en avait encore. Et je dis au mari, mais comment se fait-il que votre femme, comme ça, soit mouillée, et en plus qu'elle soit toute nue dans le salon, quoi? Ah ben, elle a eu très chaud cette nuit, elle a énormément transpiré, elle est venue se coucher dans le divan. Et si ça lui arrive souvent de transpirer comme ça? Oh oui, beaucoup, elle transpire toujours abondamment. Quand vous avez quelqu'un qui transpire abondamment, allez voir son matelas, il est pourri. Ou il y a un alaise. Et j'étais voir le matelas, il n'y avait rien. Donc je pensais bien que le mari était en train de nous raconter un peu n'importe quoi. Et quand je redescends de la chambre à coucher, je vois que le mari est toujours en bas. Il est en train d'essuyer sur la bouche et le nez de sa femme une substance qui apparaît, ça s'appelle le bouchon muqueux. Et le bouchon muqueux, c'est typiquement un mélange d'eau, de noyade, d'air qui est présent dans le poumon et de surfactant qui est une substance qui tapisse les alvéoles pulmonaires. Et ce mélange-là s'appelle le bouchon muqueux. Il est typique des noyades et il reste pendant 24 heures après la noyade, quand il est là. Et donc, le monsieur me dit, ben, je suis embêté, ça apparaît tout le temps, je l'efface tout le temps. Je dis, monsieur, c'est la preuve que votre épouse est morte noyée. Et là, grand silence, hein, grand silence. Et puis les policiers l'ont pris à part, ils sont mis, moi j'ai terminé mon examen, ils sont mis à l'interroger et le monsieur a craqué. J'ai dit, écoutez, c'est inutile de nier, c'est une noyade, c'est certain, certain. Je n'ai aucun doute à cet égard. Non, si vous voulez voir un avocat, vous pouvez, mais c'est une noyade. Et finalement, le type a expliqué qu'effectivement, il s'était disputé avec sa femme alors qu'elle était en son bain. Il l'a attrapé par les pieds, lui a poussé la tête sous l'eau. La dame est morte de cette manière-là, quoi. d'accord, elle n'a pas pu, ouais. C'est des cas comme ça. En fait, c'est des observations que l'on fait, hein, et qui nous conduisent à autre chose que ce qu'on veut nous faire croire. J'ai un type qui meurt pendu. En tout cas, il meurt effectivement pendu, mais il est gros. Il fait 130 kilos. Sa femme en fait 65, toute mouillée. Donc, clairement, c'est pas elle qui a pu le pendre. Ça, on sait déjà. Donc, ça me rassure. Quand je vois, parce que souvent, quand il y a un meurtre, c'est quelqu'un de la famille, hein. Dans 80% des cas, c'est quelqu'un de l'entourage direct. Donc, quand je vois que la femme est fluette comme ça, je me dis, bon, ça va, on est tranquille, c'est pas elle. Ouais, sauf que quand j'arrive dans la cave,
Je constate que là où il est pendu à un tuyau de chauffage central qui est recouvert d'une gaine en plâtre et en amiante. C'est là-dessus que la corde passe. Elle est attachée au sol. Elle monte, elle passe au-dessus du tuyau avec sa gaine, elle redescend jusqu'au cou de la victime. Et je constate que dans le cou de la victime, la corde a plusieurs inclinaisons. Elle a laissé des traces, quoi. Comme si le type avait bien serré la corde et s'était laissé aller progressivement, hein, ça peut laisser des traces comme ça. Et puis je regarde la corde et je me rends compte que jusque quasiment en bas, il y a des traces de plâtre qui viennent de la conduite, de la protection de la conduite. Et j'ai compris. Le gars a été descendu dans la cave, il était vivant. Le mec de 130 kilos, il devait être vivant parce que les traces que j'ai dans le cou, c'est des traces de vivant. Donc il a sûrement été assommé ou endormi. L'expertise a montré qu'il avait été endormi avant d'être pendu. Que ensuite il a été déposé par terre, la corde passée au-dessus du tuyau et qu'on l'avait hissé. Ce qui expliquait que la corde ait creusé un sillon dans la protection du tuyau, ce n'est pas un problème. Mais surtout qu'il y avait une trace tout au long de la corde qui le montrait. Donc, il ne s'était pas pendu lui-même. Et D'accord. la femme a... Alors, je me suis intéressé au nœud, c'est une histoire formidable, je me suis intéressé au nœud, ça s'intéresse toujours au nœud. Et c'est un nœud qui me semblait un peu typique. J'ai demandé au procureur l'autorisation de le photographier, de l'envoyer à un pote pour qui aime le bateau. Je m'étais dit, les gens qui aiment le bateau savent faire des nœuds, hein, clairement. Eux et les scouts, c'est les deux qui savent faire des nœuds. Et j'ai envoyé la photo à mon pote qui m'a dit, écoute, ça, c'est un nœud de batellerie. Et il se fait qu'on a découvert que la dame avait un amant qui était effectivement batelier. Voilà, c'est comme ça qu'on les a coincés tous les deux, ils sont passés en cour d'assises. D'accord. Incroyable. Ah, c'est... Moi, j'adore. Et justement, pour vous, quels ont été les défis éthiques de la médecine légale que vous avez été confrontés? C'est essentiellement de pouvoir ou non s'adresser aux familles. Ça, c'est la première chose. Et que dire aux familles? Ça, c'est la deuxième. Pour le reste, j'ai pas de problème avec l'éthique. Et d'ailleurs, je peux, dans mes bouquins, raconter ces histoires parce que on n'identifie personne, sauf évidemment les gens concernés par l'affaire. Ils vont peut-être reconnaître, mais uniquement le fond médico-légal, parce que ce que je raconte autour est romancé. De façon à ce qu'on ne retrouve pas, on ne puisse pas faire coller les affaires avec tel ou tel événement. Donc, sur le plan éthique, le problème que l'on rencontre, c'est que le mort appartient à une famille, que cette famille se pose des questions et qu'il faut pouvoir y répondre. Je ne peux y répondre que si le procureur m'en donne l'autorisation, puisque je suis tenu par un secret qui est médical, mais qui est surtout professionnel, c'est le secret judiciaire. Et j'en suis pas le dépositaire, j'en suis rien. Je n'en suis pas le maître, rien du tout. C'est le procureur du roi, procureur de la République en France, ou le juge d'instruction. Donc c'est lui qui doit me dire, OK, tu peux causer la famille. À ce moment-là, je vais expliquer à la famille ce que j'ai constaté, à condition que la famille le demande. Je ne vais pas aller m'imposer, c'est aussi une question d'éthique. Je ne vais pas aller m'imposer à la famille en allant leur dire des choses qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'entendre. Ils auront peut-être envie de les entendre, mais plus tard aussi. Et là, il faut être disponible aussi pour pouvoir répondre à ces choses plus tard. Deuxième truc, c'est que on peut pas leur mentir. Mentir à la famille, c'est la pire des choses. D'abord parce qu'un jour ou l'autre, ils risquent de se rendre compte qu'on leur a menti. C'est sûrement dans une bonne vision, celle de les protéger, hein, on est d'accord. Protéger par rapport à la douleur qui est celle de la mort. Si en plus on ajoute à cette douleur le fait qu'ils sachent que leur défunt a souffert parce que parce qu'il a utilisé un système qui fait souffrir, c'est moche, mais c'est comme ça. On ne ment pas, on dit la vérité. Un jour ou l'autre, s'ils se rendent compte qu'on leur a menti, un, ils ne croiront plus. Deux, ils pourraient croire qu'on a tenté, nous, de déguiser quelque chose, allez savoir. Trois, ils n'auront plus confiance dans la justice. Donc, c'est trois éléments qui font qu'on ne peut pas mentir. Et tant pis si ça fait mal. C'est comme la technique du sparadrap, hein. Un sparadrap, ça s'arrache d'un coup, ça fait mal d'un coup. Après, ça va. Mais si on y va doucement, ça fait mal beaucoup plus longtemps. Voilà. Euh, et justement, quelles sont les erreurs pour vous véhiculées par les médias, justement? Oh, elles sont hyper nombreuses. D'abord sur l'évaluation du moment du décès, hein, on en a déjà parlé. Ensuite, sur les techniques qu'on peut utiliser, euh, on en a déjà parlé aussi, et toutes les techniques n'existent pas, hein. Et puis, il y a cette idée aussi véhiculée, c'est pas les films, c'est pas tellement les médias, véhiculée par les films que
nécessairement on va trouver sur une scène de crime un élément qui permet de rapporter à l'auteur. Que nécessairement les éléments de scène de crime vont permettre de confondre l'auteur quant à ce qu'il raconte. Ça, c'est pas vrai. Nombre de scènes de crime où on n'a rien. Une scène de crime, c'est pas uniquement un endroit où quelqu'un meurt. J'ai été cambriolé. C'est une scène de crime parce que crime, il faut le prendre au sens de crime anglais, c'est-à-dire infraction. L'infraction, c'est le vol. J'ai été cambriolé. Les gars du laboratoire sont venus chez moi pour relever les empreintes digitales, etc. On n'a trouvé aucune empreinte digitale. Parce qu'aujourd'hui, les voleurs savent comment il faut faire. Ils mettent des gants. Ils mettent des gants. Ils suivent aussi les séries américaines comme tout le monde a. Il n'y a pas besoin de mes bouquins pour apprendre qu'il faut mettre des gants. Les séries américaines ont déjà tout annoncé avant que ou M. Sapanet ou moi n'en parlions. Ça, c'est clair. C'est clair. On n'apporte rien. Donc, voilà. L'erreur, c'est de penser qu'il y a toujours une trace. Et d'ailleurs, c'était un grand problème aux États-Unis où, dans certains tribunaux, les jurys hésitaient à condamner quelqu'un parce qu'on n'avait pas la présence d'ADN sur la scène du crime de ce monsieur ou de cette dame, potentiel auteur. Mais allez, il y a pas besoin de l'avoir. Si on ne condamne pas quelqu'un parce qu'il n'a pas laissé son ADN sur la scène du crime, autant dire que bah, il n'y a pas eu de meurtre, puisqu'il n'y a pas de meurtrier. Donc c'est voilà, c'est complètement idiot. C'est américain aussi, hein, c'est spécial. Vous savez que c'est le pays quand même où un tribunal de l'Utah a condamné la série Urgence, vous voyez la série Urgence, à faire des morts. Pourquoi? Parce que tout le monde était persuadé, en voyant la série, qu'en arrivant aux urgences, on allait être sauvé. Et les plaintes envers les hôpitaux ont grimpé en flèche à cause de la série. Parce qu'il y a bien sûr dans la vie réelle des morts aux urgences. Et la série a été condamnée à faire des morts pour se rapprocher de la réalité et arrêter de donner aux gens une fausse idée de ce qu'étaient les urgences. C'est la même chose chez nous, on devrait les condamner pour dire autant de bêtises parce que clairement, allez, c'est pas la réalité quoi. Vous savez, j'ai une dame, c'est un de mes copains qui m'a raconté, elle est du laboratoire polytechnique et scientifique et une dame a été cambriolée. Les policiers sont partis, ils lui ont dit écoutez madame, ne touchez à rien, le laboratoire arrive. Et la dame réserve devant sa maison une place mais pour mettre un bus. Pourquoi? Bah, parce que clairement, dans la série, il roule avec, au moins à Miami, des Hummer 2. Hein. C'est des espèces de gros bacs. Dans n'importe laquelle de nos villes, on ne sait pas circuler avec ça, mais en Amérique, ça roule. Donc voilà, la dame réserve ça. Arrive mon pote, qui est membre du laboratoire, avec une Renault Kangoo. Ça n'a rien à voir avec un Hummer. Et mon pote, il a plein de têtes d'artistes de cinéma, c'est bien coiffé, bien rasé, tout beau, bronzé comme il faut, habillé à la dernière mode. Il a facilement 100 kilos, il a une grosse barbe et il est habillé comme monsieur tout le monde. Et la dame se précipite sur lui, elle s'attend à voir les experts, hein. Mais vraiment, elle se précipite sur lui, elle dit, écoutez monsieur, non, ne vous guérez pas là, c'est pour le labo. Mon pote lui dit, ah, mais madame, le labo, c'est moi. La femme était triste, mais déçue. Elle dit, ouh, ça casse le mythe. Elle a vraiment été déçue de ne pas avoir arrivé quelqu'un comme dans les séries américaines. Mais allez, allez, est-ce qu'il y a moyen de se rendre compte que la réalité est quand même un peu différente de ce qu'on a dans les films? Donc les films nous jouent des tours. Mais, à contrario, on a ici à Liège une histoire qui s'est résolue par des micro-traces. C'est-à-dire que l'auteur avait laissé sur ses victimes des traces qui venaient, des traces de pantalon, hein, donc des fibres de pantalon, qui étaient très très spéciales, mais des fibres de pantalon, il les a laissées sur ses victimes. Et nous, on avait très peur, avec les gars qui s'occupaient de ça, des microtraces, que le jury ne comprenne pas l'intérêt des microtraces et surtout la portée de notre découverte, qui incriminait de façon effective l'accusé qui se trouvait dans le box des accusés. Eh bien, pas du tout. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts à entendre ce qu'on allait leur dire parce que les séries américaines les avaient préparés à ça. Ils étaient au courant. Ils savaient. On n'a pas besoin de donner un cours sur l'intérêt des microtraces dans les enquêtes judiciaires. Ils savaient. Donc voilà, c'est une arme à double tranchant, la télé, les médias. Ouais, on est bien d'accord. Et justement, pour vous, pour masquer un crime, quelle a été la chose la plus spectaculaire par rapport avec des animaux? Est-ce qu'on a essayé de... Vous avez été confronté à masquer un crime On n'a jamais su si c'était un crime, et objectivement, je crois que ça n'en était pas un, à cause des circonstances qui entouraient ça. Mais c'est une histoire que je raconte, une histoire vraie qui est parue dans la presse à l'époque. C'est un fermier qui achetait sa femme au cochon.
Ah bon? Alors visiblement qu'elle était déjà morte, mais on n'a pas vraiment la preuve de ça. Les cochons l'ont entièrement bouffée. Quand on est arrivé sur place, ben, il n'y a plus rien, quoi. La dame était entièrement bouffée, vêtements compris, il reste plus rien. Les cochons, c'est omnivore, hein, ça mange tout. Et, euh, et on a rien retrouvé dans l'auge à cochon. Donc, ce que j'avais demandé aux policiers, c'est de tuer le plus gros cochon, parce que, ben, il n'y a pas de mystère, t'es gros, tu bouffes, hein. Il y a une relation entre les deux, d'une part, puis d'autre part, le plus gros est celui qui va avoir le premier accès à la nourriture. Donc, j'étais sûr que chez lui, si la dame avait été mise dans le à cochon, et si effectivement les cochons l'avaient mangé, ça fait beaucoup de si, ben, j'allais en trouver dans son estomac. Et effectivement, j'en ai trouvé dans son estomac. Donc, la dame avait bien été jetée au cochon. La technique qui est, semble-t-il, parce que ça, c'est une technique qu'on voit dans la presse, que les avocats me rapportent comme étant crédible, pour faire disparaître un corps, c'est aussi de le plonger dans un bidon d'acide, de façon à le dissoudre. Et il semblerait que ce soit une pratique terriblement utilisée par la mafia. Plutôt que de laisser le corps criblé de balles ou d'autres choses à disposition des autorités et qu'on le retrouve un jour, ils ne prennent pas le risque, ils le mettraient dans l'acide. Ça, c'est aussi une chose que l'on entend. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Donc, je constate en tout cas que on a de moins en moins effectivement de cadavres qui nous proviennent de bandes mafieuses qui peuplent la région, hein. D'accord. Et justement, est-ce que je sais que vous affectionnez beaucoup à aller trouver des traces et des indices pendant les scènes de crime. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, comment vous procédez justement pour trouver ces petits détails que nous, on ne pourrait pas voir, mais vous, vous voyez, vous Alors, pouvez voir. c'est pas les gistes qui font ça, c'est le laboratoire. Ce sont des prélèvements qu'on appelle des prélèvements de microtraces. Donc, de traces qui sont toutes petites. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est une microtrace, c'est un cheveu, c'est un cil, c'est une fibre de vêtement. Ça, c'est des microtraces. C'est aussi des grains de poudre, par exemple, pour quelqu'un qui aurait tiré avec une arme à feu, des grains de poudre. Microtraces que l'on va prélever avec un matériel ad hoc, c'est-à-dire avec des feuilles en plastique qui sont autocollantes, qu'on dépose sur le corps aux différents endroits. Il y en a beaucoup, hein. Sur le corps, par face, ça prend à peu près 1 heure de faire ce travail. On dépose ces fiches, elles sont numérotées. Chaque numéro correspond à une fiche qui correspond à un endroit du corps d'où vient l'élément que l'on a trouvé. Parce que c'est très important aussi de savoir d'où vient un élément. Si vous trouvez des fibres sur les vêtements ou si vous trouvez les fibres sous les vêtements, c'est pas la même chose. Surtout quand tu imagines qu'il y a pu y avoir un viol. Le fait d'en trouver sous les vêtements est une preuve supplémentaire qu'il y a eu effectivement un contact avec la partie sous les vêtements, donc le corps lui-même, euh, alors qu'un contact extérieur ne prouve pas nécessairement qu'il y a eu viol. Donc voilà, c'est très important de savoir d'où ça vient. On dépose ces fiches, donc ces feuilles autocollantes sur tout le corps. On voit ça dans les séries, hein. Elles sont numérotées, prend photo. Ensuite, on les retire une par une et on les garde précieusement. C'est au laboratoire qu'ensuite on va relever tous les éléments possibles qu'il y a sur ces fiches et les transmettre vers des gens, ce qu'on appelle des experts judiciaires, qui sont compétents dans ce domaine donné. C'est deux travaux différents. C'est un travail de police technique qui est de relever les éléments sur la scène de crime et de les préserver. Et vous avez un travail de police scientifique qui est d'analyser ce que la police technique a relevé sur la scène de crime. Parfois, c'est les mêmes, hein. Par exemple, pour les empreintes digitales, police technique, c'est la police scientifique. En France, il y a le labo de l'IRCGN, ce sont les mêmes. Mais on a aussi des gens qui sont hyper perfectionnés dans les domaines précis. Les médecins légistes, selon mon analyse, font partie de la police scientifique. Vous voyez, on est des experts qui relevons des éléments en faisant une analyse et en faisant une interprétation. Ça, c'est le rôle de l'expert. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez eu aussi l'occasion de, dans une scène de crime, en ce qui est en rapport avec les enfants? Mhm. On a des enfants régulièrement, malheureusement, et c'est pas les scènes de crime les plus marrantes, hein. C'est toujours très difficile de faire un examen d'enfant, pour tout le monde, aussi bien pour les policiers que pour les magistrats que pour nous. Donc c'est voilà, en salle d'autopsie, c'est pas le moment où on s'amuse le plus, jamais. Alors oui, on fait des relevés sur les enfants, on relève des traces, on relève des indices et on relève aussi les lésions qu'ils ont, de façon à voir ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Ça, c'est la même chose que chez les adultes. Chez les enfants, il n'y a rien de différent. La seule chose qui est différente, c'est que ils sont beaucoup plus fragiles que nous, évidemment, hein, ils meurent plus vite en général, avec besoin de moins de force à appliquer pour les tuer que pour tuer un adulte. Ça, c'est une différence
qui se marque sur le plan lésionnel. Et ce qui est très difficile, c'est ce niveau émotionnel, évidemment, hein. En autopsie, toujours à deux. Je me souviens d'une fois où celui qui m'assistait en autopsie, ou je ne sais plus si c'est lui qui m'assistait ou l'inverse, c'est pas grave, on était deux, a dû partir. Parce que le corps de l'enfant, là, c'était un enfant du même sexe, du même âge, et qui en plus ressemblait à son gosse à lui. Et donc, il était complètement pétrifié, quoi. Ouais, perdu Émotionnellement, aussi, oui. ah ouais, émotionnellement, ça n'allait pas. Or, dans une expertise comme celle-là, on doit être précis, on doit être aussi très neutre. Et cette neutralité, on la perd très vite. Et sitôt qu'il y a de l'émotionnalité qui s'y met, moi, j'estime que la neutralité n'existe plus. En tout cas, qu'elle est mise en péril. Donc, je préférais que mon gars s'en aille. On l'a remplacé par quelqu'un d'autre qui n'avait pas ce problème. C'est pas, c'est pas une carence, c'est pas une faute non plus de la part du légiste. Ce serait Non, une on est faute de ne pas humain. s'en rendre compte et de continuer malgré tout. La faute, c'est pas ça. On est humain et l'essentiel, c'est de s'en rendre compte. Oui. Et justement, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a la même violence avec un adulte comme avec un enfant, ou c'est l'inverse, un enfant, il y a encore beaucoup plus de violence que par rapport à un adulte? Euh, les enfants sont plus facilement étranglés ou frappés, mais frappés avec les poings, c'est-à-dire frappés sans armes. Et les adultes, c'est plus souvent des armes qui sont utilisées, couteau ou arme à feu. Les enfants, c'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. Souvent, un enfant meurt parce qu'il est battu, meurt parce qu'il est étranglé. Il meurt des conséquences d'eux. Un adulte, souvent, c'est des coups de couteau, c'est des coups de feu, c'est aussi des étranglements, mais c'est beaucoup plus dur. Et donc, forcément, on a un cortège de lésions qui est plus nombreux. Parfois moins impressionnant pour un enfant, mais plus nombreux. D'accord. Ok, on va bientôt terminer donc notre interview. J'ai encore une dernière question. Pour vous, quelle est la pire façon de mourir? Il y en a beaucoup. Alors, j'ai souvent dit que la pire façon de mourir, c'était dans des circonstances, disons, normales, quoi, hein. C'était la noyade, parce que clairement, le gars qui est en train de se noyer sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va mourir et il a l'impression qu'il peut encore s'en tirer en essayant de remonter à la surface, etc. Encore faut-il savoir aussi dans quel sens est la surface. Ça, c'est pas toujours. Moi, j'ai vu des gens qui plongeaient vers le fond en espérant remonter vers le haut, hein. Euh, Surtout quand il fait nuit. Et puis, ça, c'est une façon atroce. À côté de ça, il y a une autre façon atroce aussi, c'est de brûler vif, hein. Là aussi, vous savez que vous allez mourir. Et toute votre attention est focalisée, cette fois-ci, non pas sur le fait qu'on va mourir, mais sur la douleur que vous subissez. C'est différent. C'est différent. Et toutes les façons de mourir comme ça ont leur différence. Le gars qui va se tirer dessus avec une arme à feu, c'est extrêmement douloureux pour lui de d'avoir cette impulsion de tirer, de pousser sur le bouton en sachant qu'après il n'y a plus rien. Alors que le gars qui se pend, lui, a la possibilité de jouer sur le niveau de douleur qu'il ressent au niveau du cou, le niveau de striction. C'est une façon de mourir qui est plus longue. Donc voilà, toutes les façons de mourir sont atroces. Et vous allez voir que si vous posez la question aux gens, vous allez chaque fois avoir une réponse différente, surtout si vous leur proposez des catégories diverses, euh, en fonction chacun de l'image et de ce que l'on se fait comme idée de cette façon-là de mourir. Moi, comme je les connais toutes, et que je sais dans tous les cas de figure ce qui se fait, non pas pour leur vécu, parce que je suis toujours vivant, évidemment, mais parce que je connais la physiopathologie, ben, voilà, ce sont les deux qui m'impressionnent le plus, la noyade et le fait de brûler vif. Ok, parfait. Donc, docteur Boxon, on va arriver à un terme à notre Oui, interview. En général, à mes invités, je leur laisse le dernier mot de la fin. Donc, bah, je vous laisse le dernier mot de la fin. alors, profitez bien de la vie avant d'être dans mes livres. Merci beaucoup. Donc, Merci à vous. je vous remercie. Bonne journée et puis Bonne fin de à journée. très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.